Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Aran Marek. Il est secrétaire fédéral des jeunesses communistes du Finistère. Il est également conseiller municipal à Brest. Et il est venu spécialement de Brest ce matin pour être au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour et bonne année à tous vos auditeurs. Et très bons vœux également. C'est encore le temps des vœux, en effet. Aran Marek, je suis certain qu'hier vous étiez devant votre télé et que vous avez assisté au discours de politique générale du Premier ministre François Bayrou. J'ai envie de vous demander, d'une façon un petit peu factuelle, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Pas grand-chose, hein. On a du Macron comme on a depuis des années, hein. C'est un discours qui n'apporte rien. Vraiment, c'est une platitude avec aucune proposition. On voit une des demandes principales des Français, c'est le pouvoir d'achat. Et dessus, il n'y avait rien, c'était du vide. On parle de faire des économies alors que les Français sont en grande difficulté actuellement. On voit, par exemple, sur la réforme des retraites, il veut lancer un dialogue, mais ce sera un dialogue court selon lui. Alors qu'il est clair dans la population qu'il y a une majorité très claire contre cette réforme. Et il fallait clairement passer le cap de dire non, on supprime la réforme et on trouve de nouvelles solutions parce qu'il y en a. Et là, il fait le choix de lancer un dialogue. Mais un dialogue, on sait très bien ce que ça va donner avec le patronat qui sera contre toute forme de modification et on se retrouvera dans la même situation. On ne trouvera pas de solution, ça c'est clair. On reste dans une situation de blocage au niveau de la réforme des retraites selon vous ? Oui, clairement, c'est ceux qui parlent de régler le problème rapidement alors que la gauche est totalement unie. Et on rappelle que la gauche a une majorité à l'Assemblée. La gauche est totalement unie sur le sujet, sur le fait qu'il faut supprimer la réforme des retraites. Il y a une majorité très importante de la population contre la réforme des retraites. C'est pas un sujet qu'on peut écarter comme ça vite fait en disant oui, on va en parler vite fait et si le patronat veut bien, on la supprime ou on modifie. C'est vraiment un sujet où il faut supprimer, il faut passer à autre chose et accepter que la population est contre, est clairement majoritairement contre. Avec néanmoins, s'il y avait blocage, l'application du texte qui fut en son temps adopté, en tout cas le texte d'Elisabeth Borne en l'occurrence. Oui, là il parle d'en débattre rapidement avec les différents acteurs. Mais on sait très bien que la solution finale, c'est juste de s'en débarrasser et d'écarter le truc et de cacher la poussière sous le tapis, quoi. C'est juste une solution pour gagner du temps, pour éviter une censure directe et donner des semblants de gages à la gauche, alors que, c'est pas comme s'il y avait vraiment un débat sur le sujet. Il y a une majorité qui est claire, qui est contre. Il y a la gauche qui a mis ses conditions, qui a dit qu'il fallait la supprimer. Maintenant, on attend juste que le gouvernement Barnier se réveille et se décide à amener un peu de stabilité dans le pays en faisant un pas en avant, quoi. Le gouvernement Bayrou, voilà. Ça passe tellement vite. François Bayrou qui a aussi insisté sur l'urgence de voter un budget, puisque la France, pour l'instant, est avec le budget de l'année précédente. Ça pourrait avoir des conséquences importantes, des conséquences graves, même si le budget n'était pas adopté. Il veut aussi réduire le déficit. Finalement, on a l'impression d'entendre la feuille de route, justement, de Michel Barnier en son temps. Oui, il n'y a vraiment aucune avancée d'un gouvernement à l'autre. Il n'y a aucune volonté d'aller chercher à travailler avec la gauche qui est majoritaire à l'Assemblée actuellement. On se retrouve avec quelque chose qui... c'est de la politique macronienne comme ils font depuis des années, avec quelques paillettes pour faire croire que c'est de gauche, alors que c'est absolument pas. Et aucune ambition réellement d'amener un peu de stabilité. Ils parlent tout le temps d'amener la stabilité, mais c'est eux les fauteurs de troubles. C'est eux qui refusent le dialogue, c'est eux qui sont toujours dans rester bloqués dans ce qu'ils ont fait depuis des années et sans jamais faire un pas en avant. Alors il y a eu aussi des sujets de société qui ont été abordés, l'immigration évidemment, avec un plan que compte mettre en place le nouveau gouvernement. On a parlé aussi de la sécurité, il y a été beaucoup de questions de la sécurité aussi dans ce discours de politique générale. Là aussi on sent que le gouvernement, en tout cas
dans ce discours, le Premier ministre a voulu plaire à la droite, si je peux m'exprimer ainsi? Oui, il y a toujours une volonté. Après, ça reste un gouvernement de droite, ça, c'est leur sujet. Et ça fait depuis un moment qu'ils sont en train de draguer l'électorat du Rassemblement national avec des résultats qui sont clairement pas très concluants. Entre la copie et l'original, les Français choisiront l'original et choisiront l'extrême droite. Ils ne font que nourrir des discours qui amèneront ensuite à plus extrême droite. Et quand ils parlent de sécurité, on sait très bien que c'est très faux tout ça parce qu'ils cherchent à faire des économies en même temps. Ils n'amèneront pas plus de sécurité en faisant des économies partout et surtout. Ça, c'est une réalité. On ne fait pas plus de sécurité avec moins de moyens. Il en va de même aussi pour les services publics. Il en a été question. Alors, le discours tente à dire il faut économiser, il faut rationaliser, il faut que l'État soit plus performant, que les services publics soient plus performants. Alors pour ça, une nouvelle agence va être créée. François Bayrou a pourtant promis de diminuer un peu toutes ces agences de l'État pour essayer de, là aussi, faire des économies. Est-ce que c'est pas un peu brouillon, ce discours de politique générale porté par le Premier ministre autour des services publics, autour des services de l'État? Oui, c'est totalement brouillon. On le voyait même dans son discours qui se perdait dans ses feuilles et je pense que la politique qu'il va mener, c'est pareil, il est totalement perdu. C'est une politique néolibérale, ça c'est clair, qui cherche à faire des économies, mais à la fin, on ne fait pas des économies en détruisant tout. Et en voulant chercher une efficacité par les économies tout le temps, à la fin, on se retrouve à avoir plus de dépenses. Parce que, déjà, on parle de la réforme des retraites. C'est aussi des retraités en moins qui sont moins engagés dans la vie civile. Et c'est des coûts après, ce qui n'est pas fait par la vie associative, qui va se répercuter après. C'est pareil qu'on fait 2,2 milliards d'économies sur les collectivités locales. C'est des économies qu'ils font, mais c'est des coûts qui arriveront après. Parce que avec un recul du service public, c'est les infrastructures qui se détériorent, c'est la population qui s'enfonce dans la pauvreté, c'est une précarité toujours plus grande qui amène après à des coûts encore plus importants. Ce qu'on ne paye pas maintenant, on le paiera plus tard parce qu'on aura tout démoli. Il y a aussi la fameuse simplification administrative. On en parle depuis bien des années. J'ai un peu l'impression de me répéter au micro de Bretagne 5 matins, mais cette simplification administrative, le Premier ministre l'appelle de ses voeux. Est-ce que, selon vous, c'est un point positif? Ça dépend ce qu'ils font de la simplification administrative. Je pense que si c'est faire des économies, ça servira à rien. Mais il peut y avoir des simplifications. Au lieu de faire des primes pour tout et pour rien, augmenter réellement le SMIC, augmenter les salaires, ce sera toujours plus simple que faire des primes sur tel ou tel sujet selon l'actualité. Il y a des simplifications qui peuvent se faire, mais je ne pense pas que c'est celles qu'ils ont prévu de faire. Je pense clairement qu'ils vont encore faire des économies, remplacer des moyens humains par des optimisations qui vont toujours plus broyer les travailleurs. Il a été question de l'IA, en effet, dans le discours du Premier ministre. Là aussi, on a une attente du monde économique, des entreprises qui aujourd'hui souffrent beaucoup du contexte général et qui attendent un petit peu d'y voir plus clair dans cette instabilité. Ça va m'amener, vous me voyez venir, à ma question suivante. Est-ce que demain, s'il y a une censure, on risque pas, si la motion de censure plane sur ce gouvernement, est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans une plus grande instabilité encore qui bloquerait le monde économique et de nombreux secteurs de la société? Oui, je pense que ça amène à une instabilité, mais l'instabilité, elle est là depuis le départ. À partir du moment où le président de la République a dissous l'Assemblée juste au lendemain des élections européennes, en faisant des élections à la va-vite juste après, il a même reconnu, il a amené une instabilité. Et là, depuis des mois, il refuse de dialoguer avec la gauche, il refuse d'avoir des avancées concrètes, alors qu'il n'y a pas 36 000 sujets. Nous, on a vraiment la réforme des retraites qu'on veut abroger. C'est clair, c'est précis. Nous, on n'est pas à partir dans tous les sens, à dire oui, ça. On a des sujets clairs, on a des demandes claires et précises, et il ne reste plus qu'au gouvernement à prendre ça en compte et enfin
essayer d'avancer avec la force de gauche qui est devenue majoritaire à l'Assemblée. Et pourquoi pas, je pense, un Premier ministre de gauche avec lequel on pourra travailler et faire en sorte d'essayer de trouver une majorité à l'Assemblée pour avoir une stabilité. Mais là, clairement, dans les propositions qui sont faites, c'est clair que ça va amener à de l'instabilité. Si on dialogue avec personne, à la fin, oui, on n'avance pas. On a entendu Fabien Roussel s'exprimer hier chez nos confrères de BFM qui disait bon, voilà, Jean-Luc Mélenchon, c'était ça le sujet, a dit en substance dans un tweet sur X, ex-Twitter, voilà, si les socialistes ou les communistes ou d'autres forces qui constituent le nouveau Front populaire ne votaient pas la censure, eh bien, on considérait qu'ils n'en font plus partie de ce nouveau Front populaire. Fabien Roussel ayant répondu qu'il n'avait pas envie de se laisser dicter sa conduite. Finalement, est-ce que les communistes vont voter, selon vous, cette motion de censure ou vont s'abstenir ? Oui, pour nous, les communistes, il n'y a aucune ambiguïté sur le fait qu'on va voter cette motion de censure. C'est clair, hein, on est clairement insatisfait et il n'y a aucune avancée, selon nous. Du coup, on ne votera pas. Après, pour ce qui est de Mélenchon, c'est clairement, Mélenchon n'est pas le chef de la gauche. On est des partis souverains qui ont leur démocratie interne, qui ont, que ce soit nous, le Parti socialiste, un conseil national, qui débattra de ce qui sera mis en place par nos partis respectifs. Et on a un fonctionnement démocratique dans nos partis, et c'est pas Mélenchon qui va dicter les lignes politiques de nos partis. Je pense que c'est pas une façon dans laquelle il faut qu'on fonctionne, et tout à fait irrespectueux de la part de Mélenchon, mais on a l'habitude, et c'est pas lui qui décidera de l'avenir du NFP, ça c'est clair, et je pense que les partis de gauche, aux prochaines élections, trouveront à s'unir comme on l'a toujours fait, et que ce soit le NFP ou une autre structure qu'on trouve, enfin, on n'a pas attendu ni le nouveau Front populaire, ni la NUPES pour travailler avec les autres forces de la gauche. On le fait par exemple à Brest depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est pas Mélenchon qui a décidé qu'on s'unisse ou pas, et on trouvera d'autres solutions s'il veut pas de nous. Voilà, l'Union de la gauche fut en son temps aussi un des chevaux de bataille de François Mitterrand. On le rappelle là pour le petit point historique. Le Parti socialiste a un discours assez similaire en disant voilà, nous on veut voir, on veut juger, le compte n'y est pas, mais on veut juger, on veut savoir si on peut faire bouger les lignes, et de là on prendra notre décision. Est-ce que là aussi ça peut quand même déstabiliser le nouveau Front populaire, parce qu'il faudra rediscuter après si le nouveau Front populaire venait à exploser. Est-ce que à l'approche des élections, hein, on a les élections de 2026, mais très vite 2027 va arriver, est-ce que ça c'est quelque chose qui peut déstabiliser la gauche ? Je pense que ça peut surtout affaiblir la gauche, et moi qui travaille en tant qu'élu municipal tous les jours avec des élus socialistes, je pense qu'il faut qu'ils regardent où ils sont placés politiquement. Et bien que je sache leur proximité avec le gouvernement sur certains anciens ministres, il faut quand même se rendre à l'évidence que leur proposition ne va absolument pas dans le sens de l'augmentation du pouvoir d'achat, avec aucune proposition sociale. Et je pense que les socialistes devraient prendre le temps de peser le pour et le contre, et j'espère qu'ils feront le choix de défendre les Français, défendre le pouvoir d'achat et défendre une ambition sociale importante sur laquelle on arrive à s'entendre actuellement. Après, qu'ils débattent, c'est le sens de la démocratie, on peut que leur dire de débattre, mais j'espère qu'ils feront le bon choix, celui du pouvoir d'achat, celui des Français, celui d'une majorité de Français qui est contre la réforme des retraites, et réellement de porter ensemble une ambition sociale, parce que on voit vraiment que pour les Français, c'est très dur en ce moment. Il faut vraiment un peu d'espoir dans ces jours d'instabilité et ces jours troubles. Alors les Français se sont exprimés plusieurs fois ces derniers mois, on l'aura compris, les Français qui ont à la fois voté plutôt à gauche
et à la fois voter aussi plutôt à l'extrême droite. En tout cas, ils ont voté RN. Le RN a fait un score important. Je vous avais posé la question, je vous la repose finalement. Est-ce que, chemin faisant, ça vous inquiète de plus en plus le fait que le RN se conforte dans le paysage politique français? Oui, je pense qu'il y a, il y a au-delà même d'une dédiabolisation, il y a quand même quelque chose d'extrêmement grave, de discours de haine. Moi, je voyais dans la séquence médiatique suite au décès de Jean-Marie Le Pen, quelqu'un qui a quand même été condamné à multiples reprises, qui a pratiqué la torture, qui riait de la Shoah. Alors qu'actuellement, on est dans une période où vraiment l'antisémitisme est au plus haut. Quelqu'un d'aussi violent, qui a amené autant de haine, qui a tant de fois été condamné, qui a amené à des agressions et des morts, qui a du sang sur les mains, se voir la machinerie médiatique lui rendre hommage comme si c'était quelqu'un de tout à fait normal, c'est au-delà d'un homme politique, c'est un criminel, et on se retrouve avec un système où on nous dit que le Rassemblement national a changé. Mais non, c'est le système médiatique qui, à force de rachat, tout ça, se retrouve à porter un discours qui allait très fortement à l'extrême droite, qui a oublié fondamentalement le combat contre la haine, et finalement, à la fin, dire stop. Dire stop, que ce genre de discours de haine ne sont pas acceptables. On ne peut pas stigmatiser une partie de la population sur ses croyances, sur ses origines, sur son orientation sexuelle. On ne peut pas laisser quelqu'un condamné comme ça à multiples reprises pour avoir amené des discours de haine être considéré comme quelqu'un qu'on peut rendre hommage publiquement. Non, je pense que ce genre de personnalité doit disparaître et être oublié pour tout ce qu'ils ont fait de mal. Et là, on voit clairement cette forme d'hypocrisie où certains disent que le Rassemblement national est devenu acceptable. La page a été tournée, finalement. C'est ça. Mais c'est pas le Rassemblement national qui a été acceptable, c'est une partie de la droite et de l'extrême droite qui a oublié. Oublié de combattre la haine là où elle est présente et la violence là où elle est présente. Les jeunes générations qui rejoignent des partis politiques, quels qu'ils soient, aujourd'hui n'ont pas forcément la notion. Alors vous êtes jeune en politique, je me permets de vous poser la question. Est-ce que justement ces jeunes générations qui rejoignent par exemple le RN ont complètement tiré un trait sur le passé de ce parti politique? Je pense qu'il y a parmi aussi les jeunes, il y a quand même aussi beaucoup de jeunes qui ont des discours de haine, des discours racistes très clairement assumés. On le voit, que ce soit sur les groupuscules qui sont toujours aussi présents, on voit sur les discours de haine qu'on entend toujours et les violences qui sont toujours présentes dans le pays de leur part. Au-delà d'un oubli, je pense qu'il y a aussi une volonté de dégagisme de la politique gouvernementale. Mais malheureusement, il y a peut-être un travail à la fois au sein de l'éducation nationale et à la fois dans les médias qui n'a pas été fait sur la mémoire, sur se rappeler ce que sont les violences de l'extrême droite, se rappeler que même dans notre pays, il y a eu des morts. Je pense à ce jeune qui avait été de 29 ans, qui avait été jeté dans la Seine par des militants du Rassemblement national un 1er mai. C'est des violences, c'est une réalité dans notre pays qui est oubliée, qui est effacée dans les médias, qui malheureusement peut-être n'est pas assez présent à l'éducation nationale dans l'enseignement qui est fait aux jeunes générations. Et c'est toute une mémoire que l'on est en train de perdre et ça c'est vraiment terrible. Moi je suis particulièrement attaché sur la mémoire parce que en tant qu'élu local, on a l'occasion d'aller régulièrement commémorer nos résistants. Et nous, au Parti communiste, on a vraiment cette histoire avec la résistance, tous ces résistants, ces noms. Et moi, à chaque coup, ça me donne un frisson fou quand je vois ces jeunes qui avaient mon âge, qui ont résisté face à l'Allemagne nazie. Et je trouve ça terrible de voir toute cette mémoire disparaître dans notre pays et toute cette mémoire de la haine et de ce que fait l'extrême droite disparaître. C'est vraiment un crève-cœur. Avec aussi les réseaux sociaux qui ne sont pas, voilà, on en parle beaucoup en ce moment, ils ne sont pas régulés et donc voilà, c'est la propagation de fake news et parfois aussi de messages de haine évidemment. J'avais envie, on parle
de la jeunesse qui s'engage aussi, et c'est important. La jeunesse aussi qui cherche sa voie, qui attend des réponses. Ça nous ramène aussi à ce discours de politique générale. Est-ce que selon vous, il y a eu des réponses pour la jeune génération dans le discours de politique générale de François Bayrou? François Bayrou a rapidement parlé de Parcoursup, et on rappelle qu'aujourd'hui, Parcoursup, la nouvelle séquence de Parcoursup de cette année, c'est en train de s'ouvrir. Et Bayrou a parlé vite fait de est-ce qu'il faudrait dialoguer sur Parcoursup. Mais pour nous, jeunes communistes, il est clair. Parcoursup, il faut le supprimer. Parce que Parcoursup, c'est de la sélection. C'est des jeunes par milliers qui se retrouvent sans possibilité de formation. Le pire, c'est pour les bacs pro. C'est un quart des bacs pro qui se retrouvent sans aucune solution de formation. Et là, c'est clair. Ce système de sélection qui est toujours plus performant dans la sélection sociale et qui vise toujours plus à exclure les classes populaires des formations supérieures, doit s'arrêter. Et au-delà de ça, le problème n'est pas que à Parcoursup, parce que Parcoursup a été créé pour éviter que ces étudiants se retrouvent dans les études. Et c'est un investissement clair qu'il faut faire sur l'enseignement supérieur et faire en sorte de donner le moyen à nos universités de fonctionner, de se retrouver enfin à arrêter la réduction d'heures de cours, la détérioration des formations, la réduction du catalogue de formations. Parce que là, on le voit clairement. Ce qui se passe actuellement, c'est que ce sont les formations privées qui ne sont pas pour beaucoup reconnues, qui ont un coût extrêmement important et qui excluent de ce fait les populations les plus précaires de la formation. C'est une politique libérale qui veut toujours tout privatiser. Et malheureusement, nos universités, qui sont pourtant reconnues, qui font un travail extraordinaire, moi je vois à Brest la difficulté de nos universités à trouver les moyens de se financer, à trouver le moyen de garder les cours, de faire en sorte d'avoir des locaux corrects. Et cette politique libérale qui détruit tout, qui fait une sélection sociale. Et il va falloir réellement mettre fin à cette politique-là pour enfin donner un peu d'espoir et faire en sorte de ramener de la mixité sociale dans les formations supérieures. Alors la mixité sociale, ça veut dire aussi que les étudiants qui n'ont pas forcément des parents qui ont les moyens de les aider, et ce n'est pas un jugement de valeur de ma part, loin de là, se retrouvent souvent à dormir dans leur voiture ou à être obligés de travailler en plus de leurs cours, ce qui n'est pas toujours facile dans certaines disciplines. Est-ce que là aussi il faut imaginer un revenu étudiant? Ça a été souvent évoqué pour permettre aux étudiants finalement de se consacrer à leurs études et pas forcément besoin d'avoir un job pour pouvoir payer ses études ou en tout cas leur logement. Oui, nous jeunes communistes, on considère qu'un étudiant, c'est aussi quelqu'un qui apporte de la richesse au pays parce qu'en se formant, il apporte de la compétence qui servira durant toute sa carrière professionnelle. Et pour beaucoup, même quand ils seront retraités, ça apporte au pays parce qu'ils fournissent leurs compétences de diverses façons. Et en apportant de la richesse comme ça dans le pays, ces étudiants font un travail. C'est du travail. Je pense que ce travail doit être rémunéré. On pense au mouvement des jeunes communistes que ce travail doit être rémunéré par un salaire étudiant qui permet de vivre dignement, qui permet de se loger, de se nourrir, ce qui n'est pas le cas. On le voit actuellement, les files extrêmement longues devant les aides alimentaires. Il faut un salaire étudiant aussi parce que c'est le fait de devoir travailler en plus de ses études amène à beaucoup plus d'échecs et à la fin, c'est même pas rentable pour l'État parce qu'on se retrouve avec des étudiants qui doivent refaire leurs années plusieurs fois d'affilée parce que c'est évidemment pas compatible d'avoir toute une journée de cours et de bosser au McDonald's juste à côté. C'est absolument pas compatible. Et aussi, en donnant plus de pouvoir d'achat, ça permet aussi au pays de fonctionner parce que des étudiants qui n'ont pas la possibilité de se nourrir, à la fin, c'est des commerçants qui fonctionnent pas non plus, c'est toute une économie qui s'arrête. Il faut réellement sortir de cette logique de laisser les étudiants dans la précarité et enfin leur donner les moyens d'étudier d'une manière digne, d'une manière où ils pourront se nourrir, parce qu'on ne peut pas étudier le ventre vide. Réellement, il faut enfin donner un salaire étudiant pour ces étudiants.
Alors, le volet social est important pour les étudiants. Puis, il y a aussi la carrière. Vous l'évoquez un instant, Taran Marek. La carrière, ça veut dire la suite. Les étudiants, souvent, partent vers d'autres pays parce que, les salaires sont plus attractifs ou les moyens donnés pour les études, alors quand on rentre dans les études supérieures en particulier, sont plus attractifs. Là aussi, il faut avoir une réflexion pour garder les étudiants français qui feront peut-être la technologie de demain. On parle beaucoup d'IA en ce moment, ou qui feront évoluer ce qui fera la société technologique de demain, et pas seulement. Est-ce qu'il faut avoir une réflexion aussi au niveau justement de la rémunération des salaires futurs des étudiants, ou des grands étudiants, je mets les guillemets? Oui, je pense que, mais comme l'entièreté de la population, je crois qu'il faut augmenter les salaires par rapport à la situation actuelle. Après, sur le fait d'avoir une fuite des savoirs, que certains pourraient s'inquiéter, il faut aussi se rappeler qu'on est un pays aussi qui attire beaucoup, et beaucoup de personnes issues de nombreux pays viennent en France travailler parce qu'il y a des conditions de vie intéressantes. Et aussi, on a tout un domaine de recherche. Moi, je vois à Brest avec l'Ifremer, qui est extrêmement attractif et qui fait aussi qu'il y a un travail de connaissances où des chercheurs viennent étudier et chercher en France. Je ne suis pas particulièrement inquiet que les jeunes diplômés aillent rapidement dans un autre pays. Que ce soit les jeunes diplômés ou que ce soit les grandes fortunes, on se sent bien dans ce pays, et une bonne partie des gens, quelles que soient les conditions, resteront dans le pays. Et je n'ai pas d'inquiétude plus que ça sur une fuite des savoirs. Un dernier mot concernant le discours de politique générale de François Bayrou. On imagine que demain la censure intervienne. On va remettre le métier, l'ouvrage sur le métier. Est-ce que cette période d'instabilité pourrait prendre fin si, et on a entendu des voix à gauche, y compris d'ailleurs chez quelques communistes, Emmanuel Macron prenait la décision finalement de quitter le pouvoir? Oui, je pense que s'il faisait enfin le choix d'accepter son bilan, ce serait une bonne chose. Après, ça risque pas de rajouter de l'instabilité à l'instabilité, le départ d'Emmanuel Macron? Je pense que dans tous les cas, avec la situation actuelle à l'Assemblée, ce sera pas quelque chose de simple. Mais déjà, si on a un président de la République qui est capable de reconnaître quand une majorité gagne une élection, parce que là, l'instabilité, elle vient clairement de lui. Quand il fait le choix de ne pas donner un Premier ministre à la gauche, alors que la gauche est devenue majoritaire... Ça peut être une des clés, un Premier ministre de gauche. Ça peut être une des clés. Il y a d'autres clés que le départ d'Emmanuel Macron. Après, on voit clairement son bilan depuis les 2 mandats successifs. Enfin, c'est n'importe quoi. Moi, ce qui m'a fait aussi rire quand j'ai vu le discours de Bayrou, c'est qu'il nous parle des cahiers de doléances suite mobilisation des Gilets jaunes. Enfin, ça fait 6 ans, quoi. C'est tardif. Qu'est-ce qu'ils ont fait en 6 ans? Qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron et ses ministres successifs en 6 ans? C'est n'importe quoi. Ils se foutent de la gueule de qui? C'est ridicule. Ils ont demandé à l'ensemble des Français de remplir des cahiers de doléances, et les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron n'ont rien fait. Et on vient nous dire 6 ans après, oui, on va les ressortir pour voir ce qu'il en est. Il nous reste une poignée de secondes. La proportionnelle, c'est une bonne idée? Je pense que c'est quelque chose à débattre. Après, est-ce que en période d'instabilité, c'est le moment de débattre de ça? Je pense Bayrou, en parlant de ce sujet, fait surtout le choix de cacher un peu la poussière sous le tapis et de faire en sorte de parler d'autre chose. Clairement, là, c'est pas le sujet. Le sujet actuellement, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant. Et en amenant ce sujet, je pense qu'il sert seulement à faire en sorte de cacher les choses et éviter la censure directe. Et c'est là-dessus que l'on va conclure. Taran Marek, secrétaire fédéral des jeunes communistes du Finistère, conseiller municipal à Brest, attaché à la langue bretonne. Alors je ne parle pas breton, je n'ai pas fait de progrès depuis la dernière fois, mais je vous remercie en tout cas d'être venu au micro de Bretagne 5 matin, et je vous souhaite une très belle journée. Belle journée. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.